je vous ai laissé la dernière fois, après qu'Amadeo, le génial inventeur italien, soit devenu mon amant. Infatigable, mais très fatigant. Cela faisait à présent 6 mois qu'Amadeo partageait notre vie et mon lit, et en ce début d'année 1934, une certaine lassitude à son égard s'était emparée de moi. J'ai un peu honte de le dire, mais tout ce qui avait fait son charme à mes yeux au début de notre histoire se transformait en agacement. Ainsi, le fait qu'il perde sans cesse ses affaires, qu'il envahisse la chambre de ses croquis en tout genre, qu'il ne réponde jamais aux questions sous prétexte qu'il était dans son monde, ou encore qu'il oublie les dates importantes, les rendez-vous ou les remerciements à tous ceux qui œuvraient pour lui, tout cela finissait par me taper sur le système. On le sait, si les ébats sur l'oreiller se passent bien, un couple peut, malgré les différends, rester soudé. Or, même de ce côté-là, j'en avais assez. Assez de ces jeux sexuels qu'il fallait sans cesse renouveler, assez de devoir découvrir de nouvelles façons de faire, et assez de tester son endurance et la mienne dans des lieux les plus incongrus qui soient. Je crois bien d'ailleurs que c'est en me retrouvant la tête coincée entre une rangée de boîtes de bicarbonate de soude et un étalage de savon de Marseille, les fesses en l'air, dans la cave d'un droguiste qui fournissait Amadeo en produits divers pour ses expériences, que pour la première fois je stoppais net l'extase de mon amant en lui disant que je n'en pouvais plus. Il crut au départ à un nouveau jeu dans lequel je m'amusais à faire des caprices et il entreprit de continuer à me besogner. Mais je lui rabattis ma jupe sur la tête avant de me relever d'un bond et de lui dire « ça suffit !» Sa surprise et son air de chien battu m'attendrirent à nouveau une seconde, mais pas plus. Je lui expliquai alors que je commençais sérieusement à en avoir assez de tous ces jeux et qu'un bon lit avec une étreinte aussi sensuelle que confortable me conviendrait parfaitement. Amadeo sembla vexé. Mais le droguiste arriva avec sa commande à ce moment-là. Et comme il s'agissait d'un paquet de nitroglycérine qui aurait pu faire sauter l'Élysée, dont mon inventeur devait se servir pour une nouvelle expérience, nous décidâmes de remettre à plus tard cette conversation. J'étais au moins soulagée de savoir que je ne tomberais pas enceinte, car mon amant maîtrisait parfaitement l'art du contrôle. Et cela m'arrangeait bien, car je ne souhaitais pas avoir un nouvel enfant, mes 5 petits monstres m'occupant suffisamment comme ça. Surtout à présent que la fougue des premiers temps avec Amadeo était passée, et que je me rendais compte à quel point cette aventure avait surtout servi à me changer les idées et à arrêter de penser en boucle à Archie. Or, c'était précisément le contraire qui se passait. Plus les jours avançaient, plus mon écossais me manquait cruellement, et moins j'étais attirée par mon italien. Bon, il allait falloir que je lui parle, mais j'ai toujours eu, on le sait, une petite tendance à remettre à plus tard, voire trop tard, ce qui était source de fâcherie. Je me tins donc coite. Heureusement, les jours qui suivirent, Amadeo se calma sexuellement car il était excité par toute autre chose. En effet, lors des démonstrations qu'il avait faites au concours Lépine, avec son fameux ballon de sécurité automobile, même si la majorité des gens étaient passés à côté de l'ingéniosité de la chose, un petit homme à l'œil aiguisé avait suivi avec le plus grand intérêt les prestations d'Amadeo, et ce pendant plusieurs heures, l'interrogeant sur le côté technique et la mise en place de son invention. Cet homme s'appelait Joseph Stern. Il était allemand et travaillait comme ingénieur chez le constructeur automobile Mercedes-Benz. Le ballon automobile avait fait forte impression sur lui, car comme toutes les automobiles modernes, les Mercedes allaient de plus en plus vite et se distinguaient régulièrement durant des courses spectaculaires qui occasionnaient des accidents tout aussi spectaculaires. Joseph Stern nous avait donc invités, Amadeo et moi, en Allemagne, car il voulait démontrer aux dirigeants de Mercedes à quel point cette invention révolutionnaire pourrait être utile. Ce Joseph était un homme charmant, cultivé, drôle et terriblement intelligent. Nous l'avions reçu au petit plaisir après le concours Lépine et avant qu'il ne reparte à Berlin. Il plaisantait volontiers sur de nombreux sujets. Toutefois, lorsque nous évoquâmes la situation en Allemagne, son ton perdit toute trace d'humour et nous sentîmes une grande angoisse en lui lorsqu'il nous racontait la transformation de son pays. En 1934, le chancelier Hitler était au pouvoir depuis 1 an, et une immense majorité du peuple allemand lui faisait confiance, car il proclamait qu'il allait rendre grandeur et fierté à ce pays qui était à terre depuis la crise de 1929. La population rêvait de retrouver une dignité et sa place sur l'échiquier des puissances européennes, et ce drôle de petit bonhomme moustachu semblait savoir s'y prendre pour galvaniser les foules. En France, lorsque nous l'entendions hurler à la radio ou le voyions gesticuler comme un pantin aux actualités cinématographiques, nous trouvions qu'il était surtout ridicule. Cependant, Mike, le mari de maman, en bon américain épris de liberté, nous avait plusieurs fois alertés sur le côté fou et dictateur du bonhomme. Claudine, de son côté, avait lu Mein Kampf, ce traité politique écrit par Hitler lorsqu'il était en prison et dans lequel il exprimait sa vision d'un monde idéal. Mon amie était très intriguée par le personnage et elle voulait savoir exactement quelles étaient ses idées. Après sa lecture, elle nous avait fait froid dans le dos en nous disant que si un jour cet homme avait le pouvoir absolu, il mettrait en application un programme abominable pour dominer le monde qui conduirait à l'extermination de milliers de gens. Mais maman et moi lui répondîmes bien naïvement que les dirigeants des grandes puissances ne laisseraient jamais faire une chose pareille. Or,
Joseph Stern nous confirma qu'il pensait exactement comme Claudine. Il avait eu l'occasion de rencontrer Hitler une fois, lorsque ce dernier était venu faire un tour aux usines Mercedes afin de voir de plus près ce que le fleuron de l'industrie allemande pourrait lui construire comme automobile spectaculaire. Toute l'équipe des ingénieurs lui avait été présentée, et lorsque le tour de Joseph était arrivé et qu'Hitler avait entendu le nom Stern, il avait ostensiblement retiré sa main au moment de serrer celle de Joseph. Tous les dirigeants de l'usine avaient immédiatement fusillé notre ami du regard comme s'il avait commis une faute irréparable en étant juif. Joseph nous dit que l'atmosphère en Allemagne devenait d'ailleurs irrespirable pour les juifs et que c'était sans cesse des brimades et une diminution drastique des libertés. Il nous dit que nous pourrions en juger par nous-mêmes lorsque nous viendrions lui en rendre visite. Et il nous dit également que l'idée du ballon automobile était tellement séduisante que les dirigeants de Mercedes ne pourraient que le féliciter de les mettre en contact avec Amadeo. Il espérait que cette idée révolutionnaire lui permettrait de revenir en odeur de sainteté. Amadeo avait eu besoin d'un peu de temps pour perfectionner son invention. Et nous partîmes donc pour Berlin en février 1934, accompagnés de Claudine et Andrew, ainsi que de maman et Mike, car tous voulaient voir de leurs propres yeux quelle était exactement la situation là-bas. Nous avions reçu des nouvelles alarmantes de Joseph, qui nous disait que depuis qu'il était rentré du Petit Plaisir quelque temps auparavant, la situation s'était dégradée et qu'il était sur un siège éjectable à l'usine, car une chasse aux Juifs commençait à s'organiser dans le monde du travail sous les directives du chancelier Hitler. Epiphanie, de son côté, avait également de mauvaises nouvelles de la part d'amis allemands à elle, qui n'étaient pas juifs, mais s'inquiétaient grandement du climat de suspicion et de délation qui s'était installé dans les grandes villes allemandes. Nous nous envolâmes donc tous les 6 dans l'avion d'Andrew par un matin glacial de février, et quelques heures plus tard, nous atterrissions sur un petit aérodrome privé à côté de Berlin. Nous étions attendus à l'hôtel Adlon, établissement célèbre situé sur la non moins célèbre avenue Unter den Linden, sous les tilleuls en français, au cœur de la capitale berlinoise. Cet hôtel était tenu par la famille d'une grande amie de jeunesse de ma grand-mère qu'elle avait connue au Conservatoire de musique de Paris. Hannah était allemande, mais elle avait été envoyée en France chez les cousins dans les années 1880 pour devenir bilingue et apprendre la musique et les bonnes manières, de façon à être tout à fait apte à côtoyer le gratin berlinois. Car son grand-père, Lorenz Adlon, prévoyait d'ouvrir un palace dans la capitale et il souhaitait s'entourer de membres de sa famille pour l'aider. Hannah pensait que ce projet ne verrait pas le jour, car son grand-père était un rêveur, et après ses études au conservatoire de musique, elle était restée à Paris pour se faire engager dans les chœurs de l'opéra. Toutefois, en 1907, Lorenz Adlon avait bel et bien réussi à bâtir son grand hôtel, et par devoir filial, Hannah avait abandonné les planches de l'opéra pour les couloirs feutrés du palace familial. Lorsque nous arrivâmes devant l'entrée de l'hôtel, nous fûmes ébahis de voir sur l'aile droite du bâtiment un drapeau nazi flotter au vent et des hommes en uniforme aller et venir comme dans une caserne. Hannah vint nous accueillir et tomba dans les bras d'Épiphanie en pleurant de joie de revoir son amie après toutes ces années. Puis elle nous entraîna dans son bureau, ferma la porte à clé et mit un disque de valse viennoise assez fort, comme si elle souhaitait que personne ne puisse entendre notre conversation. Et nous comprîmes vite que c'était le cas. Elle nous expliqua que les nazis avaient, à son grand désespoir, réquisitionné toute une aile de l'hôtel et qu'il avait été impossible à sa famille de refuser, sous peine de passer pour une ennemie de la patrie, ce qui aurait immanquablement entraîné la fermeture de l'établissement. Hannah avait habilement négocié pour que les soldats ne pénètrent pas dans le reste de l'hôtel, sinon toute la clientèle internationale aurait fui, ayant l'impression d'être sous contrôle. Hélas, cette même clientèle se faisait rare à présent, dans les couloirs de l'Adlon, car hormis pour les admirateurs du chancelier moustachu, et Dieu sait qu'il y en avait partout en Europe à cette époque, l'atmosphère berlinoise était lourde et peu propice à la fête, contrairement à la période faste des années folles. Hannah était une femme délicieuse qui déplorait profondément la situation de son pays et qui ne cachait pas son angoisse face à la montée en puissance frénétique du dictateur Hitler. Elle expliqua d'ailleurs à Epiphanie que la plupart de ses amis musiciens juifs, qu'ils soient chefs d'orchestre, instrumentistes ou compositeurs, s'organisaient pour quitter le pays et rejoindre les États-Unis, où Hollywood se faisait un plaisir d'accueillir tous ces talents dont le cinéma avait tant besoin. En effet, l'industrie cinématographique américaine fonctionnait à plein régime, et il fallait produire des comédies musicales à la chaîne, ce qui nécessitait une armada de musiciens. Elle nous dit ensuite que pour ceux qui avaient décidé de rester ou n'avaient pas les moyens de partir, les conditions de vie devenaient extrêmement difficiles, avec un empêchement de travailler quasi total, une oppression étouffante et des contrôles permanents. Hannah, qui avait à peu près le même âge que ma grand-mère, c'est-à-dire bientôt 85 ans, était farouchement attachée à la liberté, et elle craignait le pire pour les années à venir. De surcroît, elle nous raconta que le chancelier Hitler était tellement fort pour manipuler les gens que même ses fils à elle et leurs enfants étaient persuadés qu'il œuvrait pour la grandeur de l'Allemagne en luttant contre tout ce qui avait fait sa décadence. Hannah était désespérée de ne pas réussir à leur ouvrir les yeux et elle avait même surpris une conversation entre son petit-fils âgé de 30 ans et sa femme au cours de laquelle il parlait d'elle, en disant qu'elle commençait à perdre la tête et qu'elle vivait dans un monde rétrograde sans avoir conscience du chemin nouveau qui s'ouvrait pour le peuple allemand, guidé par son maître suprême et clairvoyant, Adolf Hitler.
Nous étions tous très anéantis par cette discussion, car la situation semblait encore bien plus grave que celle que Mike craignait quelques jours avant au Petit Plaisir. Après cette conversation dans le bureau d'Anna, il fut ensuite temps pour nous de monter dans nos chambres pour nous rafraîchir, et notre hôtesse nous dit qu'elle nous attendait pour le déjeuner dans la grande salle à manger lorsque nous serions prêts. En entrant dans notre superbe suite, je demandai à Amadeus ce qu'il pensait de tout ça, et il me répondit que la folie des hommes et leur goût du pouvoir n'avaient aucune limite, et que malheureusement, ceux qui voulaient la guerre pour asseoir leur puissance finissaient toujours par l'obtenir. Et alors que je méditais sur ces paroles pleines de bon sens, il m'attrapa par la taille en me disant que nous avions un peu de temps devant nous avant le déjeuner et que la salle de bain de notre suite lui paraissait un terrain de jeu attrayant. Je ne parvenais pas à comprendre comment il pouvait en une seconde passer d'un sujet aussi sérieux qu'une potentielle guerre mondiale à la bagatelle. Et même si j'acceptais cette fois-ci de me soumettre à son désir, ma décision fut prise à l'instant. Dès notre retour au Petit Plaisir, je mettrais fin à cette relation qui ne me convenait plus. 1 heure après, nous entrions dans la salle de restaurant de l'hôtel Adlon, qui était assez remplie sans toutefois être pleine à craquer, comme elle l'était quelques années auparavant, comme nous dit Anna. Quelle ne fut pas ma surprise de m'entendre appeler par mon prénom depuis une table voisine. En me retournant, je vis que le charmant accent anglais qui m'avait interpellé venait de Diana Mitford, une héritière de la célèbre famille du même nom, richissime et excentrique. J'avais connu Diana, ses 5 sœurs et son frère quelques années auparavant, alors qu'ils étaient en villégiature à Biarritz, l'été au cours duquel j'avais rencontré Kanoa. Bien qu'étant adultes, les 6 membres de cette fratrie ressemblaient toujours à des enfants gâtés aussi sympathiques qu'horripilants, participant à toutes les soirées mondaines et ayant toujours les idées les plus farfelues pour animer une fête. La vie semblait pour eux un amusement permanent. Pourtant, cette fois-ci, lorsque je vis Diana attablée en compagnie de sa sœur Unity dans la salle à manger de l'hôtel Adlon, j'eus le sentiment que quelque chose avait changé. Les 2 femmes étaient plus jeunes que moi d'une dizaine d'années, et en temps normal, elles étaient toujours vêtues de la manière la plus extravagante qui soit, en rapport avec leurs moyens considérables. C'est pourquoi je fus étonnée de les voir habillées très strictement, de façon quasi militaire, ayant abandonné leur minauderie habituelle pour un air grave presque conspirateur. Je les présentai rapidement à Amadeo, Andrew et Claudine, et elles embrassèrent maman et Mike qu'elles avaient déjà croisés autrefois à Biarritz. Puis, avec un air un peu mystérieux, elles me proposèrent de venir prendre l'apéritif à leur table, et j'abandonnai donc les miens un moment pour les suivre. Une fois assises, elles me regardèrent avec une lueur extasiée dans l'œil, en me demandant si moi aussi je serais présente ce soir pour le voir. Bêtement, je demandai pour voir qui. Les 2 sœurs me dévisagèrent soudain comme si j'avais vécu sur Mars les 10 dernières années. Mais Adolf Hitler, bien sûr. Il vient tenir une conférence ce soir dans l'aile droite de l'hôtel, au parti nazi. Et nous sommes invités dans le carré des hôtes de marque. Toi aussi ? Alors là, les bras m'en tombèrent. Comment 2 jeunes héritières anglaises excentriques étaient-elles tombées sous le charme de celui que je pressentais déjà être un homme de la pire espèce ? Je compris un peu mieux les choses lorsque Diana m'expliqua que son mari, Oswald Mosley, grand militant fasciste britannique, l'avait convaincu que seule cette doctrine sauverait le monde du communisme. Quant à la jeune sœur Unity, je crois qu'elle avait toujours recherché l'exaltation et qu'elle s'était jetée à corps perdu dans un amour fanatique pour Hitler qu'elle comparait à un surhomme. Et quand je dis à corps perdu, je crois précisément que le sien n'aurait pas été perdu pour tout le monde si le petit moustachu en avait exprimé le désir. J'étais estomaquée et muette de stupeur. Heureusement, les entrées arrivèrent à notre table familiale et cela me permit de quitter rapidement les 2 filles Mitford, qui me dirent qu'elles me réservaient une place à côté d'elles pour la conférence du soir, car Adolphe adorait les jolies femmes. Je revins à notre table, blanche comme un linge, les jambes tremblantes. Heureusement, nous étions un peu éloignés de leur table à elles, et je pus expliquer au mien la situation. Après un moment de silence, tout le monde mit son grain de sel en me disant évidemment de décliner cette invitation sous un prétexte quelconque. Cependant, après quelques minutes, Claudine me prit la parole et me dit « Non, Zéna, tu vas y aller. Et tu vas faire en sorte d'être présentée à Hitler. J'ai besoin de savoir certaines choses et d'avoir quelqu'un dans la place. » Allons bon, mon amie était redevenue espionne, et qui envoyait-elle au casse-pipe ? Moi, bien sûr. Oui, Archie. Oh ben ça, vous avez raison, même après toutes ces années, j'en ai froid dans le dos. Oh, je n'oublierai jamais ce soir-là. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.